Alors, un petit rappel quand même, puisque même si je vois qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui connaissent déjà bien le territoire, un petit rappel pour nous situer quand même. Donc, ce territoire de Vienne-et-Gartempe, qui est un territoire quand même assez vaste avec 55 communes, se situe vraiment sur le sud-sud-est du département de la Vienne et correspond à peu près à un quart, hein, voire un peu plus, du département de la Vienne aujourd'hui. Donc, un territoire qui va du nord de Saint-Pierre-de-Mailly sur la vallée de la Gartempe jusqu'au sud sur les communes donc, de Prayssac, hein, sur notamment la vallée du Clain. Donc, un territoire assez vaste qui va être partagé à l'époque médiévale. Et comme je le disais tout à l'heure, 1000 ans d'histoire et de patrimoine. Donc, c'est un voyage au long cours. C'est une vaste période qui est bien présente des patrimoines très différents les uns des autres. Et par chance, eh bien, le territoire de Vienne-et-Gartempe conserve de nombreux exemples de cette époque médiévale. Alors, tout d'abord, un petit mot pour évoquer un petit peu la partition de cette présentation. Donc, assez traditionnellement, à l'époque médiévale, on distingue différentes parties, différents grands moments, on va dire, hein, sur cette période, qui est le haut Moyen Âge, donc avec une période qui va courir du 5e au 10e siècle, hein, à peu près, donc une période déjà assez longue. Le Moyen Âge central, on va dire, hein, qui couvre la période du 11e, 13e siècle. Et puis le Moyen Âge tardif ou bas Moyen Âge, qui va couvrir la fin de la période, le 14e et le 15e siècle. Donc, avec forcément des patrimoines qui vont être différents pour ces périodes-là, et puis des vestiges aussi qui sont parvenus de façon un petit peu différenciée aussi, puisqu'évidemment, le patrimoine de la fin de l'époque est quand même mieux conservé dans l'ensemble que le patrimoine du début de la période. Donc, ça va être effectivement un petit peu notre rythme, donc de se balader entre ces grands trois temps, on va dire, hein, de l'époque médiévale. Alors, un petit rappel chronologique assez simple avec une frise que tout le monde a pu déjà voir. Ça rappelle les souvenirs de l'école primaire peut-être, mais c'est bien que ça fixe un petit peu les choses malgré tout. C'est assez intéressant. Donc, une période très longue, 1000 ans, donc, comme je l'ai évoqué, qui va commencer grosso modo, au 5e siècle, vers 476, donc à la fin de l'Empire romain d'Occident, qui va marquer, on va dire, vraiment le début de l'époque médiévale. Et une fin de période qui va s'achever en 1492 de façon assez traditionnelle avec la découverte de l'Amérique. C'est une date qui permet aussi de marquer des limites, même si bien sûr eh bien, les limites ne sont pas aussi rigides que ça et qu'il y a souvent des glissements d'une période à l'autre, bien évidemment. C'est nous qui, bien plus tard, donc, avons réalisé un petit peu ces scissions pour comprendre un peu mieux les grandes périodes de l'histoire. Mais néanmoins, des petites dates qui sont importantes, avec notamment, par exemple, en 496, le baptême de Clovis, qui va faire rentrer un petit peu le royaume des Francs, en fait, hein, dans un royaume chrétien, d'une part, et qui va commencer donc, à s'unifier progressivement, donc à partir du 5e siècle, on le verra donc de façon un peu plus précise tout à l'heure, et qui va ouvrir donc avec Clovis une dynastie importante, la dynastie des Mérovingiens. Donc, une période qui va nous mener jusqu'au 8e siècle à peu près. Et au 9e siècle, il va y avoir une autre dynastie importante, les Carolingiens. Alors, tout le monde se souvient de l'an 800 avec le couronnement de Charlemagne en tant qu'empereur. Et donc, une autre dynastie qui va arriver sur le devant de la scène, les Carolingiens, qui vont aussi avoir leur importance, évidemment, sur l'unification du territoire qu'on connaît aujourd'hui comme la France. Et puis, à la fin de cette période, donc à la fin du Xe siècle, en 987, l'Empire carolingien se délite, en quelque sorte, et c'est une autre dynastie qui va prendre le pas, ce sont les Capétiens, avec Hugues Capet en 987, qui va faire son apparition. Et les Capétiens vont être présents, donc une grande partie du Moyen Âge jusqu'au XIVe siècle. Et la fin de la période sera couverte par une autre dynastie, les Valois, hein, jusqu'à la fin du XVe siècle.
Pendant cette période, il va y avoir évidemment des grands moments, on va dire, assez marquants, avec notamment les croisades, et la première croisade qui est lancée en 1095 notamment, et puis le développement aussi, bien sûr, de toutes nos églises que l'on connaît bien, donc avec les églises romanes puis gothiques, et puis également les châteaux qui vont se développer sur l'ensemble du territoire aussi sur cette période. Donc, une période aussi qui va être compliquée sur les derniers siècles, avec au XIVe et XVe siècle un lot de fléaux en quelque sorte, avec la guerre de Cent Ans contre nos amis anglais, et puis également une période difficile d'épidémie avec le retour de la peste en particulier. Et puis, pour achever un petit peu le portrait un peu difficile de cette fin du Moyen-Âge, eh bien, tout cela va entraîner aussi des famines, donc une période assez compliquée pour la fin du Moyen-Âge, donc qui va toucher toute la France et bien sûr notre territoire de Vienne et Gartempe de la même façon. Alors, comment connaît-on cette période aujourd'hui? Donc, en France d'ailleurs et en Vienne-en-Gartempe, c'est un petit peu le même principe. Il y a plusieurs éléments qui nous permettent d'avoir des informations sur cette période médiévale, avec notamment la toponymie, donc les noms de lieux qui peuvent évoquer des temps forts, notamment de cette période médiévale. Je vais parler par exemple des toponymes qui vont s'appeler les essarts, qui vont rappeler les essartages, c'est-à-dire les défrichages qui se mettent en place notamment pendant cette période médiévale autour du 9e, 10e, 11e siècle en particulier. Il peut y avoir d'autres noms comme Montmorillon, par exemple, qui, comme ville, va rappeler effectivement le mont de Morillon. Donc, par exemple, donc, des noms qui vont assez bien rappeler la période médiévale avec ces temps importants. Il y a bien sûr des textes qui vont être de plus en plus importants, plus on va avancer dans le temps, bien évidemment. Les premiers textes, les plus anciens, eh bien, sont quand même relativement rares. Ils peuvent toucher la période du 6e, 7e siècle, mais ils sont quand même assez limités en nombre. Par contre, quand on arrive à la fin du Moyen-Âge, les textes vont être de plus en plus nombreux et apporter des éléments de compréhension, bien sûr, sur cette période. Autre élément très important, l'archéologie. L'archéologie va nous apporter des éléments de compréhension sur les sites qui ont pu être fouillés. Et sur notre secteur, nous avons eu des petites fouilles ponctuelles, on va dire, sur certains sites. Il y a eu des fouilles on va dire, d'importance, notamment au moment de la construction de la centrale nucléaire de Civaux. Donc avec de nombreuses superficies qui ont été fouillées entre les communes de Valdivienne et de Civaux en particulier, et qui ont permis de découvrir un certain nombre de sites datant d'époques différentes d'ailleurs, mais notamment du Moyen-Âge. Et puis ensuite, on peut retrouver donc des fouilles archéologiques qui sont menées de façon plus ponctuelle lors de sondages, en particulier lors des travaux de monuments historiques, par exemple, ou des travaux de voirie qui permettent de découvrir un certain nombre d'éléments. Donc, je vous ai mis ici juste une petite photo pour illustrer l'archéologie. C'était au cœur de l'église Saint-Laurent-Saint-Vincent à Montmorillon, donc dans l'église même, où on a retrouvé notamment des sépultures. Donc, ce n'était pas une grande surprise, mais c'est assez intéressant de voir qu'il y a ici des sépultures médiévales qui sont encore très bien conservées. Et puis, un petit texte, donc un document d'archives qui est conservé aux archives départementales de la Vienne. C'est le Grand Gauthier, c'est le registre un petit peu des aveux et dénombrements des fiefs du Poitou au comte de Poitou, donc avec notamment des petites enluminures donc, au début de chaque dénombrement, donc qui sont assez belles. Et puis, bien évidemment, avec tous ces éléments, on a aussi le bâti lui-même, les vestiges en élévation, donc que ce soit les églises, les chapelles, les abbayes, les châteaux et les décors qu'on peut y trouver, qui vont apporter aussi des éléments de compréhension donc, pour comprendre cette histoire médiévale très vaste donc, que nous allons évoquer maintenant un petit peu en images. Alors, pour commencer, le haut Moyen-Âge. Alors, quelques petits rappels succincts sur cette période.
Donc, avec, je l'ai rappelé tout à l'heure, en 476, la chute de l'Empire romain, qui va se déliter donc, complètement, poussé par ce qu'on va appeler les grandes migrations, qu'on appelait autrefois les invasions barbares, et donc avec différents peuples qui vont arriver plutôt de l'Est, donc poussés par notamment les Huns qui viennent d'Asie centrale. D'autres peuples vont être eux-mêmes poussés encore un peu plus vers l'ouest. Et on va avoir toute une série bien, de peuples qui vont s'installer dans différents endroits d'Europe, avec notamment dans le nord de l'Europe, le royaume des Francs, qu'on va bien connaître ensuite avec Clovis pour notre secteur, mais aussi les Visigoths qui vont s'implanter notamment sur tout le sud de la France et puis l'Espagne, donc l'ancienne Aquitaine, et puis les Burgondes et d'autres encore qui vont donc s'installer un petit peu partout en Europe, donc au cours de ces 5e siècle, 6e siècle. Pour ce qui va concerner le territoire de la France actuelle, on va avoir une répartition plutôt entre les Francs et puis les Visigoths dans un premier temps. Et puis progressivement, Clovis va entreprendre de réunifier un petit peu tout ce qui était l'ancienne Gaule et pousser un petit peu les Visigoths, de les retrancher un petit peu vers la partie sud de l'Europe et l'Espagne. Et avec notamment son baptême autour de 496, on va avoir une christianisation aussi de ce royaume des Francs qui va se mettre en place. Et Clovis va s'appuyer aussi sur on va dire les structures qui existaient à l'époque gallo-romaine sur ces territoires-là pour avancer, on va dire, et donc installer, on va dire, son royaume. Les Mérovingiens vont donc être présents sur ce territoire au cours des 5e jusqu'au 8e siècle, avec une série de fluctuations, on va dire, du territoire, puisque notamment quand Clovis va décéder, ce sont ses 3 fils qui vont se partager ce royaume des Francs. Il va y avoir donc toute une répartition un petit peu différente et ces limites, on va dire, de territoire vont évoluer au fil du temps. Après les Mérovingiens, on va avoir une autre période donc, qui va s'imposer avec les Carolingiens, et notamment Pépin le Bref, qui donc, va installer une nouvelle dynastie et progressivement, notamment avec bien sûr Charlemagne, eh bien, reconquérir un petit peu les territoires qui constituaient l'ancien Empire romain, donc avec un élargissement un petit peu du territoire en quelque sorte. Mais là aussi, eh bien, il va y avoir des périodes un petit peu compliquées puisque cette période, donc entre le 8e et le 9e siècle, va être marquée notamment par les invasions normandes ou vikings, donc, qui viennent du nord, vraiment de l'Europe, et qui arrivent par les côtes en particulier, avec des bateaux que vous connaissez forcément, les dracars, qui ont la particularité de pouvoir naviguer aussi bien sur mer que sur rivière. Et forcément, ça va être une façon de pénétrer un petit peu dans les territoires qui va poser quelques soucis, bien sûr, au territoire des Carolingiens à cette époque-là. Et puis, il y aura aussi les invasions sarrasines. Tout le monde se rappelle aussi de Charles Martel qui va arrêter ses invasions du côté de Poitiers en 732, donc qui marque aussi des luttes assez importantes sur ce territoire et à proximité d'une autre directement, puisqu'on est autour de Poitiers pour notamment les invasions sarrasines. Et puis, à la fin de cette période, là encore, je l'expliquais tout à l'heure, cet empire carolingien va éclater lui aussi. Et c'est une autre dynastie qui va prendre la suite avec les Capétiens et Hugues Capet en 987 et qui va progressivement installer une autre période importante qui va être plutôt la mise en place de la féodalité, donc avec une organisation un petit peu différente. Bloqué. Alors, c'est une petite carte du territoire de Vienne et Gartempe avec en point rouge les sites mérovingiens qui sont attestés.
On va le voir en image. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres implantations mérovingiennes, mais on ne les connaît pas forcément parce qu'elles ne sont pas citées dans des textes ou parce qu'on n'a pas retrouvé d'éléments en fouilles archéologiques, par exemple. Mais là où on est sûr d'une implantation mérovingienne, c'est à Saint-Pierre-de-Maillé, sur la vallée de la Gartempe, à Antigny, à Béthune, à Civaux, bien évidemment, à Mazerolles et Husson du Poitou. Donc, plusieurs sites qui évoquent cette période mérovingienne. Alors, bien évidemment, on va commencer par le plus connu, celui de Civaux, donc avec son église paléochrétienne, donc, qui est dédiée à Saint-Gervais et Saint-Protais, qui a des bases notamment dans sa partie orientale, hein, et puis des élévations du VIe siècle, 6e, 7e siècle, mais qui développe le christianisme déjà depuis une période encore plus ancienne, puisqu'on a retrouvé donc, dans le mur de cette abside une stèle datée autour des années 400, qui montre la présence du christianisme déjà sur cette période à Civaux, avec cette stèle qui reprend donc, le symbole du Christ, hein, avec le chrisme, l'alpha et l'oméga, et une citation « Aeternalis et servilia, vivatis in Deo ». Donc, ça montre que ces personnes, donc Aeternalis et Servilia, sont des personnages de cette époque-là, donc autour des années 400, qui donc sont chrétiens. Et on est probablement ici sur les bases peut-être d'un ancien mausolée des premiers temps chrétiens. Et à côté de cette église, vous connaissez aussi sûrement le baptistère, hein, qui était donc une cuve qui permettait de baptiser les chrétiens, et ce qui est relativement rare puisque normalement on baptise au siège de la cathédrale. Donc pour notre secteur, c'était Poitiers, bien évidemment. Et ici, on a un rare cas de baptistère donc rural éloigné du siège de l'évêché. Donc, c'est vraiment une particularité qui montre que le christianisme s'est développé de façon assez donc, tôt, donc assez ancienne sur le site de Civaux, et qu'il y a eu une implantation religieuse assez rapide derrière. Alors, au-delà de cet ensemble baptistère et église, on va avoir aussi, bien sûr, la nécropole, nécropole extrêmement importante qui conserve encore aujourd'hui des milliers de sarcophages mérovingiens assez caractéristiques. On appelle un petit peu le sarcophage poitevin, donc qui présente, comme on le voit sur l'image, ces couvercles avec cette grande croix à 3 traverses qui est vraiment un peu la marque de fabrique, hein, du sarcophage mérovingien poitevin qu'on retrouve à Civaux, mais dans d'autres lieux, vous allez le constater. Alors, c'est vrai que Civaux a la grande chance d'avoir conservé cet ensemble dans sa globalité, ou presque en tout cas, et d'autres nécropoles présentes sur le territoire eh bien, ne sont pas forcément visibles aujourd'hui, mais elles existaient bien, elles aussi, mais ont disparu au fil du temps. Donc, ce sont simplement au moment des fouilles archéologiques qu'on va les retrouver. Autre site de l'époque mérovingienne, le site de Mazerolles. Alors, on est à proximité aussi de Civaux, hein, il y a une logique. Et là, on a un premier texte, ce qui est quand même relativement exceptionnel, du 7e siècle, où l'évêque de Poitiers, dans son testament, donc l'évêque Ansoald, va donc rappeler qu'il y a à Mazerolles un petit monastère qui a été donc créé, on ne sait pas bien à quelle époque, mais qu'ensuite l'évêque a reconstitué. Et à la tête de ce monastère, il y place notamment un moine, un évêque qui s'appelle Romain, donc avec des compagnons pèlerins donc, qui sont évoqués dans ce texte. Et il y a ici donc une première occupation aussi religieuse, donc à Mazerolles, avec un premier petit monastère qui sera ensuite mis dans la dépendance de l'abbaye de Noyers, donc, avec d'ailleurs le rôle important de l'évêque de Poitiers qui va confier, on va dire, ce monastère à l'abbaye de Noyers dans un second temps. Alors aujourd'hui, si l'église est plutôt romane, on a néanmoins à l'intérieur une petite plaque sculptée
que vous voyez ici au centre de l'image, qui est un peu caché par la voûte qui est juste au-dessus. Et vous avez à droite la représentation complète, hein, donc avant qu'elle ne soit cachée par la voûte actuelle. Donc, une sorte de petite stèle aussi, hein, une plaque sculptée qui présente des décors caractéristiques de l'époque mérovingienne et qu'on retrouve aussi sur le baptistère Saint-Jean de Poitiers de façon assez semblable, en tout cas avec des décors qui s'en rapprochent de façon assez forte. Donc, ce qui nous montre bien que voilà, il y a encore dans cette église de Mazerolles quelques vestiges de l'époque mérovingienne présents sur l'édifice. Autre site avec des nécropoles mérovingiennes, comme je vous l'ai évoqué, mais qui ont été plutôt révélées grâce aux fouilles. Vous avez ici le site de Béthine, qui présente aussi une nécropole assez importante. Et donc, vous voyez que lors de travaux de voirie, hein, notamment, et d'adduction d'eau en particulier, eh bien, des tranchées ont été faites dans les rues pour vérifier qu'il n'y avait pas effectivement de vestiges archéologiques. Et on est tombé sur toute une série de sarcophages de l'époque mérovingienne avec eh bien, les sépultures hein, qui étaient souvent donc, en place, avec les coffres de pierre d'une part et puis les squelettes des défunts. Donc, c'est vraiment, là encore, une nécropole qui était sans doute assez importante, puisque aujourd'hui, toute la place qui est située devant l'église eh bien, couvre en fait hein, une partie de cette nécropole mérovingienne. Donc là encore, un exemple voilà, de sarcophage mérovingien ici à Antigny. Donc ici, pendant, on va dire, toute la période jusqu'au début du XXe siècle, les couvercles de sarcophages mérovingiens affleuraient vraiment sur la place située autour de l'église, autour de l'édifice, hein, autour de la lanterne des morts. Et les plus beaux sont aujourd'hui conservés au baptistère Saint-Jean de Poitiers, avec des décors beaucoup plus compliqués que ces croix à trois traverses hein, qui sont les modèles classiques, je dirais. Mais à Antigny, on a aussi de très beaux modèles travaillés, sculptés, avec différents motifs et qui sont aujourd'hui préservés donc, à l'intérieur du baptistère Saint-Jean. Donc, il faut savoir que Antigny était aussi connu pour une implantation gallo-romaine sur le site du Guezzo, à peine 2 kilomètres de l'implantation du cimetière mérovingien. Et à l'époque mérovingienne, on va avoir un déplacement de la population autour peut-être d'un premier édifice religieux dont on n'a aucune trace, qui est peut-être sous l'église Notre-Dame, et avec une nécropole mérovingienne aussi très importante. Autre exemple, plus départ, à Husson-du-Poitou, tout autour de l'église, là aussi, sur l'emprise de l'ancien cimetière. À chaque fois que l'on creuse pour certains travaux, eh bien, on retrouve, là encore, des cuves de sarcophages de l'époque mérovingienne, toujours avec ce modèle classique hein, de trois traverses hein, sur les couvercles, et qui, aujourd'hui, souvent sont réutilisés ou ont été réutilisés en bac à fleurs. Un autre bel exemple à Saint-Pierre-de-Maillé, donc là encore, on va le voir, il y avait aussi sur ce territoire-là des carrières de sarcophages, donc, où là on avait vraiment la matière première hein, dans les falaises calcaires hein, pour pouvoir réaliser ces sarcophages en pierre. Et on a ici, sur les côtés de l'église, de beaux exemples sculptés, là aussi. Alors, on a bien le modèle à trois traverses, mais sur lequel vient ensuite se greffer un décor sculpté, donc en léger relief, avec notamment eh bien, des spirales, des rainures, différentes formes ovoïdes, et puis des sortes de rosaces qui rappellent un peu ce qu'on pouvait trouver aussi à Antigny. Donc, autre exemple, toujours cette forme caractéristique hein, de trapèze, avec dans la partie supérieure notamment une petite loge pour caler la tête hein, du défunt. Donc là aussi, c'est assez caractéristique. Et sur Saint-Pierre-de-Maillé, voilà, plusieurs exemples ont été trouvés à proximité de l'église actuelle. Et puis, sur cette même commune, comme je l'évoquais,
plusieurs carrières de sarcophages, alors sur la vallée de la Gartempe et sur la vallée de l'Anglin également. Il y a plusieurs carrières qui ont été repérées et qui ont été exploitées pendant toute cette période mérovingienne. Et on voit ici l'exemple de la carrière de Pied-Griffé, qui est fouillée depuis plusieurs années par M. Morlangen, qui donc travaille pour vraiment mieux comprendre comment étaient fabriqués ces sarcophages à l'époque mérovingienne et comment la pierre a été travaillée, bien sûr, pour être extraite sur place. Bien sûr, et on voit sur le flanc de la falaise encore aujourd'hui les traces de ces sarcophages qui étaient taillés. Et donc, on avançait progressivement dans la carrière au fur et à mesure pour débiter donc, à la fois, bien sûr, les cuves et les couvercles. Et donc, vous pouvez voir qu'il y en a un petit peu donc, sur différents sens, à l'horizontale, mais aussi à la verticale. Donc, une fouille très intéressante qui permet de comprendre, bien sûr, cette exploitation aussi artisanale des carrières de sarcophages. Alors, pour illustrer aussi cette période, je vous invite à aller découvrir le musée archéologique de Civaux, bien évidemment, qui vous permettra de prendre connaissance un petit peu des différents objets qui ont pu être trouvés lors des fouilles archéologiques qui ont été menées sur le site de Civaux, mais un petit peu au-delà aussi, notamment pendant le chantier de la centrale nucléaire. Et ici, vous avez notamment, j'ai pris cet exemple qui est assez emblématique du musée, ces petites fibules qui représentent la forme d'un cheval, alors assez stylisé, je vous l'accorde, mais donc, très, très beau décor. Donc, des fibules qui sont datées du 7e siècle, donc, qui ont été retrouvées dans des sépultures sur le site plutôt proche de Cubord, où une petite nécropole a été également fouillée pendant le chantier de la centrale nucléaire. Donc, vous pourrez à loisir aller découvrir le musée de Civaux et voir tous ces objets qui ont été retrouvés. Donc avec beaucoup notamment de bijoux, de fibules, d'agrafes, de plaques de ceinture éventuellement aussi, quelques bagues. Donc il y a plusieurs objets de parure en fait qui ont été retrouvés, qui nous permettent aussi de voir un petit peu comment ces Mérovingiens étaient habillés, on va dire, et parés lors de leur dernier voyage. Je vais passer maintenant à l'époque carolingienne, qui est une époque plus légère en matière de vestiges, finalement, puisqu'il y a eu moins de fouilles qui ont permis de révéler cette occupation carolingienne. Excusez-moi, il manque un petit N à carolingienne. Néanmoins, c'est une période qu'on commence à connaître un peu mieux à travers les textes. Donc, ça va être notamment au niveau de son organisation plutôt territoriale. Il y a bien sûr le pouvoir de l'empereur qui va déléguer ensuite à des comtes, donc avec des territoires assez vastes. Et à l'intérieur de ces comtés, il va y avoir une mise en place de vicairies ou de vigueries qui sont des circonscriptions donc administratives qui vont être un petit peu plus modestes au niveau taille. Et plusieurs vicairies sont citées sur notre territoire, notamment celle de Civaux, celle de Sillars, celle d'Usson du Poitou en particulier, qui sont des espaces d'administration, on va dire, et puis qui vont relayer le pouvoir central de l'empereur. Et puis, sur cette période, c'est aussi l'implantation de l'abbaye de Saint-Savin, donc une abbaye extrêmement importante qui va se mettre en place donc, pendant cette période carolingienne et qui va être un site assez important d'un point de vue, bien sûr, du développement religieux dans notre secteur, mais beaucoup plus largement, donc au-delà de nos frontières. Mais c'est aussi un site qui va être fortifié et qui aura son importance, notamment pendant les raids vikings ou normands, puisque c'est un endroit qui va accueillir régulièrement des moines ou
avec des reliques qui viennent de monastères un peu plus éloignés et qui étaient plus proches des zones qui étaient largement pillées par les raids vikings. Et donc, toute une série on va dire, de voyages de moines vont arriver donc jusque sur le site de l'abbaye de Sassavant parce que c'est un site qui est protégé, qui est fortifié, et ce, donc dès cette période. Et ces sites fortifiés sont extrêmement rares puisque sur cette période-là, en fait, avant les raids normands, eh bien, on compte Poitiers et Loudun comme sites fortifiés, donc c'est assez limité. Et sur notre secteur, ça va être l'abbaye de Sassavant. Alors, au-delà de cette abbaye qui est vraiment importante, il va y avoir aussi des créations de petits monastères ou de chapelles, mais qui vont être souvent transformés donc, aux époques suivantes. Et donc, forcément, nous n'avons pas de vestiges, on va dire, marquant l'époque carolingienne. À Sassavant, c'est le cas, hein, puisque l'église a été reconstruite à l'époque romane, mais on conserve quelques éléments sculptés qui peuvent remonter notamment à l'époque carolingienne. Et puis, même si on est sur la période romane, les peintures évoquent aussi un petit peu ces raids normands, avec la fameuse arche de Noé, qui est bien sûr la représentation d'une scène de l'Ancien Testament, mais c'est aussi la représentation un petit peu de ces bateaux vikings qui arriver jusque nos rivières, hein, sur les bords, sur le littoral, puis dans les rivières, donc en remontant avec ces bateaux à fond plat, hein, donc qui étaient adaptés, on va dire, à ce genre de navigation et qui avaient des figures de proue toujours assez remarquables. Donc, on peut voir sur cette arche de Noé, donc un petit clin d'œil aussi à ces invasions normandes. Mais Sassavant, donc, comme je le disais, n'est pas le seul endroit hein, donc, sur le territoire qui évoque cette période carolingienne. Nous avons aussi Saint-Mexant-le-Petit sur la commune d'Ins, alors beaucoup moins connue, mais une église est citée en 914 et c'est une église qui a été construite sur un domaine privé qui relevait de la famille des évêques de Poitiers, la famille Frottier notamment. Et donc, à cette période-là, on va voir l'implantation d'un prieuré et d'une église dont il nous reste les vestiges quand même si, bien sûr, cet édifice a été transformé ensuite au fil du temps. Il y a quand même les bases, on va dire, et les murs hein, qui sont conservés et qui rappellent cette implantation à l'époque carolingienne. Alors, les 11e et 13e siècles, jusqu'au 13e siècle, vont être un petit peu les siècles de gloire de ce Moyen-Âge. C'est une période qui va être tout à fait favorable, on va dire, pour diverses raisons. D'abord, dans un contexte climatique qui est vraiment assez adapté, donc avec notamment ce qu'on appelle le petit optimum, c'est-à-dire qu'on va avoir une période plutôt douce, donc qui va permettre de faciliter un petit peu l'exploitation des champs, hein, l'agriculture. Ça va être une période d'essor économique et démographique extrêmement dense aussi, assez important. Et un essor culturel qui va être lié, bien sûr, à la religion, avec le développement bien de construction d'églises et des paroisses en particulier, mais aussi des grandes abbayes. Et la mise en place de la féodalité, hein, du système qui va construire un petit peu toute cette période avec des seigneurs et des fiefs hein, qui vont se mettre en place et donc des châteaux qui vont être liés à cette période. Donc, un développement de construction extrêmement dense pendant cette période faste des 11e jusqu'au 13e siècle. Alors, pendant cette période, eh bien, on a pour habitude hein, de répartir un petit peu les fonctions, on va dire, avec des personnes qui sont ceux qui travaillent et qui constituent l'essentiel en fait hein, de la population, 95% à peu près de la population. Mon diaporama s'emballe. Il y a ceux qui prient. Et donc avec tous ceux qui sont donc dans des monastères, hein, bien sûr, les moines et les moniales, évidemment, mais aussi les prêtres dans les paroisses, hein, dans les collégiales, etc. Et puis ceux qui combattent, donc les seigneurs, hein, qui sont censés protéger donc, la population.
Donc, cette répartition, on va dire, de ces groupes sociaux, on va dire, pendant cette période, va être un petit peu l'ossature même de l'organisation de l'époque. Alors, pour ce qui concerne notre territoire, nous sommes ici sur un territoire de limite, de frontières, qui se répartit, on va dire, avec deux comtés principaux, le comté de Poitou, qui est donc placé plutôt dans la partie nord du territoire, excusez-moi, et puis le comté de la Marche, qui est un autre territoire qui aujourd'hui correspond à une partie du département de la Vienne et puis une partie du département de la Haute-Vienne, en particulier, hein, qui va même pour une part jusqu'en Creuse. Donc un territoire un petit peu partagé et avec des limites qu'il faut protéger. Alors, nous avons ici la carte du territoire et les sites des châteaux qui sont attestés entre le Xe et le XIIe siècle, avec notamment l'implantation des châteaux les plus anciens, on va dire, donc avec Montmorillon, La Trimouille, Lussac-les-Châteaux, Civaux, c'est la tour au Cognon, en fait, précisément, sur la commune actuelle de Civaux, le château de Mortemer, l'île Jourdain et Availle-Limousine pour la partie sud du territoire. Donc ça, ce sont vraiment les mentions les plus anciennes que nous ayons dans les textes ou éventuellement avec des vestiges sur site, vestiges archéologiques ou en élévation. Alors, ces premiers châteaux, pour beaucoup, sont élevés sur des mottes castrales, qui sont des buttes de terre assez importantes, souvent elles-mêmes placées sur des promontoires, donc pour gagner déjà en hauteur et en protection, voire sur des rochers, sur des falaises. Donc, vous avez ici notamment la motte castrale de Montmorillon. Il ne reste rien du château, si ce n'est cette motte castrale. La tour que vous voyez ici est bien sûr tardive, du XIXe siècle et n'a rien à voir avec le château lui-même. Et ces châteaux à mottes pouvaient être édifiés en fait de deux façons. Donc, on pouvait avoir des châteaux à mottes avec des constructions en bois, mais à la même époque, on peut aussi trouver des châteaux à mottes avec des constructions en pierre. Alors évidemment, le bois avait l'avantage de pouvoir être façonné, on va dire, assez rapidement. Donc, on pouvait construire un château, une tour de fortification assez rapidement et avec une main-d'œuvre relativement limitée. Mais il avait l'inconvénient majeur, c'est d'être en bois et de prendre feu assez facilement. Et donc, progressivement, la pierre a quand même pris le dessus pour ces raisons-là en particulier, même si un château en pierre demandait des moyens plus importants, un moyen financier et moyens humains, puisqu'il fallait aussi des personnes qualifiées pour tailler la pierre, bien sûr, l'extraire, la tailler et construire ensuite, bien sûr, l'édifice. Alors, comment était le château de Montmorillon? Eh bien, je serais bien incapable de vous le dire. Nous n'avons malheureusement pas d'illustration et pas de témoignages suffisants pour nous dire à quoi il ressemblait, si ce n'est qu'on sait qu'il y avait cette motte, probablement une tour donjon donc sur la motte, mais aussi ce qu'on appelle une grande salle, l'aula, qui est la salle où le seigneur reçoit ses vassaux en particulier. Et on sait aussi qu'à l'intérieur de cet espace castral à Montmorillon, il y avait une chapelle dédiée à Saint-Michel. Donc, c'est assez fréquent de trouver aussi une chapelle à l'intérieur de l'ensemble castral. On va aussi évoquer d'autres types de mottes qui, aujourd'hui, dans nos campagnes, ne sont pas forcément évidentes à repérer, mais très souvent, quand vous avez effectivement, alors plutôt en vue aérienne, on les repère assez bien, un dessin qui va nous rappeler effectivement un cercle qui va être boisé avec un petit fossé tout autour, eh bien, on est probablement dans le cas d'une motte castrale. Et il y en a plusieurs dizaines qui ont été repérées sur le territoire de Vienne et Gartempe, notamment assez nombreuses autour de Montmorillon. Et ces mottes castrales étaient aussi, bien sûr, le témoignage du pouvoir seigneurial, avec probablement une petite tour sur la plateforme supérieure. Et je vous ai mis ici la représentation de la broderie de Bayeux, dite tapisserie de Bayeux, qui rappelle les guerres et la conquête notamment de l'Angleterre,
avec ici un château à motte assez typique. C'est le château de Dinan qui est représenté ici, avec la motte, les fossés sur le côté, et puis la tour avec ses élévations en bois dans la partie supérieure, donc, et attaquée notamment par les archers anglais. Alors, en élévation, il nous reste quand même quelques édifices. J'ai évoqué tout à l'heure la tour au Cognon, donc à Civaux, qui marque la limite du comté de la Marche. Donc, c'est cette petite pointe, cette excroissance du comté de la Marche, hein, sur le nord du territoire. Et ce château va aussi, bien sûr, surveiller la traversée de la Vienne, avec probablement un passage à gué à l'origine. Et il va marquer la limite entre le comté de Poitou et le comté de la Marche. Donc, une position évidemment stratégique. Et la tour au Cognon est tenue dans les premiers temps par les seigneurs de Lussac-les-Châteaux, qui dépend aussi, hein, du comte de la Marche. Donc ici, pour ceux qui connaissent, hein, on est sur la rive droite de la Vienne, juste au bout du pont actuel, donc avec la partie ancienne, hein, qui remonte au XIe, XIIe siècle, et puis après des parties plus récentes qui datent de la fin du Moyen-Âge, puis remaniées encore un petit peu plus tard. Lussac-les-Châteaux, alors il ne reste pas grand-chose du château en tant que tel, mais là aussi, notamment grâce aux vues aériennes, on comprend bien son implantation, donc avec ce grand cercle, on veut dire, hein, qui aujourd'hui est aussi coupé par la voie ferrée. Et le château se situait donc sur cet espace, sur ce promontoire rocheux, hein, puisqu'on est ici sur une falaise. Et ce château donc, permettait aussi de protéger et de surveiller les circulations donc, sur la Vienne, même si on est un petit peu plus loin, mais la Vienne est quand même à proximité. Et ce château a aussi pour but, hein, de surveiller les échanges et puis les limites entre le comté de Poitou et le comté de la Marche. Et il y a eu la construction de cet ancien pont, on va dire, hein, qui passait sur un ancien ruisseau et un étang à partir du XVe siècle, dont il nous reste aujourd'hui que les piles qui sont encore en élévation. Le château de Mortemer, alors qui a beaucoup évolué là encore au fil du temps et notamment au XIXe siècle, mais je vous ai mis quelques photos anciennes avant restauration XIXe ou un dessin éventuellement. On voit donc plutôt la tour telle qu'elle était, donc avec un aspect beaucoup plus défensif, donc avec moins d'ouverture percée qu'aujourd'hui, évidemment. Le 19e est passé par là. Et c'est un castrum, donc un château qui est mentionné dès le XIe siècle, hein, 1077 pour la mention la plus ancienne. Alors évidemment, au fil du temps, ces châteaux sont repris, réutilisés, agrandis, refaits. Donc il y a aussi la marque des siècles suivants. Le Cluseau-Bonneau à Lattu, donc ce n'est pas pour la partie gauche du château qui date plutôt des 14 et 15e siècles, mais c'est pour ce qui est entouré dans ce cercle que l'on voit sur la carte postale, avec ici donc, une ancienne tour qui est visible sur le cadastre ancien de 1840 et qui est probablement donc, un premier donjon datant des 11e, 12e siècles, qui aujourd'hui n'existe plus, hein, si ce n'est que sur une ou deux assises de base sur trois côtés. Mais ça montre aussi qu'il y avait ici donc une implantation dès le début on va dire de l'implantation des territoires féodaux, hein, donc avec ici un fief et la construction d'un château, qui sera ensuite modifié, là encore, à la fin du Moyen-Âge. Alors évidemment, pour cette période, nous avons un patrimoine religieux qui est extrêmement présent sur le territoire, avec la grande période de mise en place des paroisses, des abbayes, des prieurés, donc, que l'on connaît, et puis avec beaucoup d'églises romanes en particulier qui vont être marquées par soit une influence poitevine, soit une influence limousine en fonction du secteur où on se situe. L'architecture gothique est beaucoup plus modeste sur notre territoire. C'est souvent plutôt une reprise d'édifices romans, donc avec certaines parties qui vont être éventuellement agrandies, où on va refaire des voûtes ou des petites chapelles. Mais on a peu d'exemples gothiques pleinement donc, construits au cours des XIIe et XIIIe siècles, voire même sur les périodes plus
plus tardive. Alors, évidemment, commençons par la célèbre abbaye de Sassavant, patrimoine de l'UNESCO, donc avec une église romane majestueuse qui est construite vraiment autour des années 1100 et qui va recevoir un décor de peinture murale extraordinaire donc, sur l'ensemble de ses murs et de ses voûtes. Donc avec cette grande nef en particulier et cette voûte en berceau qui va être recouverte de peintures qui évoquent les scènes de l'Ancien Testament en particulier. Alors, et bien sûr, les peintures sont célèbres, mais l'architecture est assez exceptionnelle également, avec cette enfilade de colonnes sur cette grande nef qui est assez majestueuse. Et donc, les peintures qui vont évoquer, sur cette partie-là en tout cas, sur la voûte de la nef, les grandes scènes de l'Ancien Testament, ici la traversée de la mer Rouge en particulier, et ici je vous ai remis l'arche de Noé. Mais toutes les parties de l'édifice ont été recouvertes de peinture murale, avec également la tribune, le porche, qui est le chœur, et bien sûr la crypte qui est située au-dessous du chœur et qui est consacrée aux deux saints titulaires de l'église, Savin et Cyprien. Voilà le détail ici de la construction de la tour de Babel, qui a aussi l'avantage de nous montrer à quoi pouvait ressembler un chantier de construction à cette époque, puisque les peintres s'inspirent bien sûr des chantiers de construction contemporains, évidemment. Donc, on voit les manœuvres qui portent les pierres de taille, qui vont servir à la construction de cette tour. Vous retrouvez des colonnes comme dans l'église de Sassavant, avec le même type de décor d'ailleurs, de faux marbre. Les appareillages, les ouvertures avec les arcades, et puis on voit ici les systèmes de poulies qui permettent de monter les matériaux au fur et à mesure de la construction. Donc les peintures en elles-mêmes, au-delà d'être bien sûr le reflet de l'histoire religieuse, c'est aussi le reflet d'une époque. La Maison-Dieu à Montmorillon, qui est un ancien hôpital monastère qui va être fondé entre la fin du XIe siècle et le début du XIIe siècle, présentait là aussi tout un ensemble de bâtiments médiévaux qui ont été repris aussi à une époque plus tardive au XVIIe siècle, on le voit ici avec les grands bâtiments, mais il y a bien sûr l'église Saint-Laurent-Saint-Vincent et l'hôpital qui se situait donc juste sur son côté nord. Et puis, à l'autre extrémité du site, la chapelle de cimetière, l'Octogone, qui est construit au XIIe siècle, comme la chapelle Saint-Laurent que l'on voit ici, qui sont les deux édifices les plus anciens de cet ensemble d'hôpital-monastère, avec une influence plutôt limousine ici, avec ces porches assez profonds et puis ces polylobes qu'on va retrouver sur d'autres édifices du secteur. On le verra tout à l'heure. L'octogone qui fait figure d'un édifice un peu particulier, puisqu'on est ici sur un édifice funéraire. C'était une ancienne chapelle de cimetière avec un ossuaire dans sa partie basse et un espace dédié au culte des défunts dans sa partie haute. Il est construit sur un plan octogonal qui lui a donné son nom au XIXe siècle, qui rappelle la résurrection. Donc un lien très fort, bien sûr, entre la symbolique et l'édifice lui-même, avec toute une série aussi de sculptures du XIIe siècle, qui ont aussi l'intérêt de nous montrer les costumes de l'époque, donc XIIe. Donc c'est aussi intéressant, au-delà bien sûr de la fonction religieuse et de l'architecture, on a aussi ce témoignage de la vie quotidienne du XIIe siècle. Autre très grande abbaye, l'abbaye de la Réau sur la commune de Saint-Martin-l'Art, qui va être édifiée au cours du XIIe siècle. La Réau, la royale, elle a été édifiée au moment où Aliénor d'Aquitaine était reine, mais vous le savez, elle a été reine de France et reine d'Angleterre à quelques années d'écart. Et donc, on ne sait pas toujours très bien à quel moment, en fait, cette abbaye a été construite. Est-ce que c'est sous le règne du roi de France ou est-ce que c'est sous le règne du roi d'Angleterre? Ça, c'est un petit peu la question. Mais toujours est-il que c'est une très grande abbaye qui a été aussi reprise comme les autres, Sassavin et la Maison-Dieu, aux époques plus tardives de la fin du Moyen-Âge, mais aussi de l'époque classique. Et vous voyez, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est aussi une église qui a été fortifiée, vous voyez sur la façade ici, des petites échauguettes sur les côtés, qui rappellent la fortification plutôt de la fin du Moyen-Âge, qui a été
relativement fréquente dans les édifices religieux. Le prieuré de Ville-Salem, autre ensemble important qui relève de l'abbaye de Fontevraud. Donc, l'abbaye de Fontevraud a une particularité, c'est que c'est un ordre mixte, et surtout, c'est que les hommes sont régis par l'abbesse. Et donc, ça, c'est vraiment le cas particulier. Et les prieurés qui dépendent de l'abbaye mère de Fontevraud fonctionnent sur le même principe. Donc, Ville-Salem est fondée aussi au tournant du XIIe siècle, avec une église romane assez majestueuse qui notamment conserve de très belles sculptures, donc évoquant aussi vraiment la qualité des sculpteurs de cette époque-là, hein, qui vont s'inspirer eh bien d'influences diverses de l'Antiquité, mais aussi, bien sûr, de toutes les influences orientales qui vont arriver par les pèlerinages et puis les chemins commerciaux. Et puis, encore aussi des influences celtiques aussi parfois, hein, qui sont présentes. Et Notre-Dame de Ville-Salem est aussi connue pour être un petit peu la sœur jumelle, ou en tout cas se rapprochant très fortement de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers en matière de sculpture. On pense que c'est le même atelier qui a travaillé sur les deux sites, en tout cas une partie de l'atelier, ce qui montre aussi comment circulent les modèles et les ateliers à cette époque-là, de chantier en chantier. Autre prieuré fontevriste moins connu, celui d'Usson du Poitou. Alors, il n'a pas la même qualité non plus, puisqu'on n'a pas le décor sculpté de Ville-Salem, mais c'est une église qui a été transformée en bâtiment agricole, donc qui a pas mal souffert, mais l'église est malgré tout conservée, donc en partie, et évoque aussi cette implantation donc, au cours du XIIe siècle sur le territoire, avec ces prieurés qui dépendent d'abbayes plus importantes. Un autre prieuré, le Taille-aux-Moines, sur la chapelle Vivier, cette fois-ci, qui dépend de Thiron, dans le Perche, où il y avait à la fois une église romane, dont il ne reste malheureusement pas grand-chose, si ce n'est un petit bout du chœur. Cette carte postale, cette photo montre l'ancienne façade qui, elle, a disparu. Et pour loger le prieur, enfin les prieurs, à la fin du Moyen-Âge, on va construire cette tour fortifiée qui ressemble plus à un petit château, hein, qu'à un logis, effectivement. Mais on est vraiment là aussi, hein, sur un ensemble religieux, hein, donc composé de différents bâtiments, églises et logis, bien sûr, pour les religieux. Je vais arriver aux édifices d'un peu d'importance qui ont été aussi des collégiales, donc, qui ont accueilli un chapitre de chanoines, donc au XIIe siècle, pour Notre-Dame à Montmorillon, qui est implanté aussi sur le promontoire rocheux, face à l'espace du château, qui présente des caractéristiques de l'époque romane dans sa partie orientale, et la nef a été reprise à l'époque gothique. Donc, autre vue, hein, qui montre bien qu'elle domine la rivière à côté de cet espace castral. Et puis, une autre collégiale, alors bien sûr, Notre-Dame abrite aussi des peintures murales qui sont très intéressantes, donc avec dans la crypte Sainte-Catherine, des peintures qui évoquent notamment la vie de Sainte Catherine d'Alexandrie. Vous avez ici, qui sont au tournant du XIIe siècle, autour des années 1200, on va dire au tournant du XIIe et XIIIe siècle. Donc, des peintures un petit peu de transition entre l'époque gothique et l'époque romane et l'époque gothique. Un autre exemple d'agneau divin sur cette crypte, et les vieillards de l'Apocalypse, toujours sur la crypte Sainte-Catherine. Ici, une autre collégiale, cette fois-ci mentionnée comme telle au XIIIe siècle, c'est l'église Notre-Dame de Mortemer, hein, qui est associée de façon très étroite aussi au château, hein, donc toujours sur son promontoire. Donc, église construite entre le XIIe et le XIIIe siècle, qui va avoir des parties romanes et des parties gothiques également. Une crypte, toujours dans cet édifice, avec des peintures de l'époque gothique, hein, notamment ce Christ en majesté en particulier, donc, qui est conservé dans la partie basse de l'édifice.
Des édifices plus modestes avec la mise en place des paroisses, bien sûr, et des églises paroissiales. Alors là, je vais passer très vite, c'est plus un voyage en images que je vous propose pour découvrir un peu la variété. Donc avec ici donc la chapelle Saint-Martin de Moussac sur la commune de Montmorillon, construite probablement sur un édifice plus ancien, donc mais au XIe siècle. L'église Saint-Gervais, Saint-Protais de Civaux, dont nous avons parlé tout à l'heure pour la partie paléo-chrétienne, mais c'est une église aussi romane, 11e et 12e siècle, avec de très beaux chapiteaux sculptés en particulier, hein, donc sur l'intérieur, qui évoque aussi bien toute la richesse hein, des décors du 12e. L'église Notre-Dame de Bourrès, donc église Notre-Dame, construite aussi sur un édifice plus ancien, église qui sera fortifiée aussi à la fin du Moyen-Âge, donc qui présente aussi des éléments sculptés, notamment sur son portail sud, qui rappelle notamment Ville-Salem. Husson du Poitou, plus modeste, mais qui est dans la tradition poitevine aussi, hein, avec des sculptures travaillées et classiques de cette époque-là, hein, toujours entre le XIe et le XIIe siècle. Ici, des griffons en particulier, donc bien présentés sur les chapiteaux du portail principal. L'église de Saint-Germain, donc sur les bords de Gartempe, qui fait face à Sassavant, donc avec un clocher un peu plus modeste, mais qui est aussi tout à fait charmante, hein, et qui présente à l'intérieur des peintures plutôt 19e, mais son enveloppe architecturale, elle, relève bien de l'époque romane, avec là toujours le portail typique en plein cintre qui ouvre sur la nef, avec son petit clocher sur la partie orientale. L'église d'Antigny, un tout petit peu plus loin sur la vallée de la Gartempe, on est sur des modèles un peu similaires, une église qui sera reprise aussi à l'époque gothique avec le clocher notamment. Et puis, c'est une église qui abrite des peintures murales d'époques différentes, du XIIe jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Donc, c'est un édifice aussi très riche pour l'époque médiévale. Vous avez ici l'exemple des peintures XIIe en particulier. Et avec ici un exemple d'église aussi plus modeste, comme celle de Pézet-le-Sec, l'église Saint-Hilaire de Pézet-le-Sec, qui reflète aussi la mise en place des paroisses un petit peu partout sur le territoire au cours des 11e et 12e siècles. Sur Valdivienne, plusieurs églises avec la chapelle Mortemer, l'église Notre-Dame, église romane et gothique, et puis la petite église de Cubord aussi, qui a un petit air de famille hein, avec son clocher porche, pas son clocher porche, son clocher mur, pardon, avec l'église de Mazerolle en particulier. Et puis plus au sud, l'église de Pressac, toujours de l'époque romane, avec là aussi multiples sculptures très intéressantes pour le XIIe siècle. Plaisance, avec toujours ses influences limousines, ses portails profonds qui ressemblent beaucoup à Saint-Laurent, à Montmorillon, et puis une très belle galerie de modillons sculptés tout au-dessous de la corniche, hein, en façade occidentale, qui est une des plus belles galeries de modillons aussi du territoire, avec les animaux composites, hein, comme on aime les faire à l'époque médiévale. On a bien sûr des animaux qui sont réels, qui existent, comme le sanglier ici, mais on va aussi représenter des animaux un petit peu fantastiques, imaginaires, comme le poisson-bouc ici, avec cette queue de poisson et puis la tête d'un bouc. Ou l'âne musicien, encore ici. Autre exemple d'influence limousine, le prieuré Saint-Martin à Journay, qui dépend de l'abbaye de l'Éther en Charente, donc d'où aussi peut-être cette influence limousine et toujours ce portail polylobé. Et puis, l'église Saint-Georges du Vigan, qui est aussi dans la même mouvance avec ses portails assez festonnés, travaillés, donc qui se retrouve de façon assez fréquente en Limousin également. L'église de Brigueuil-le-Chant, je vais en profiter pour faire un petit coup de pub, puisque nous aurons une visite pour découvrir l'édifice après chantier, donc avec notamment la découverte des peintures murales d'époque romane et d'époque gothique. Donc, je vous invite à venir le 14 mai, donc n'hésitez pas à demander le programme.
Autre exemple, la chapelle de Marcilly, qui dépend de l'abbaye de Sassavin et qui présente des peintures de l'époque romane aussi. On peut imaginer que ce sont peut-être les peintres de Sassavin qui sont venus décorer aussi celle de Marcilly. Alors, comme je vous l'avais dit, peu d'exemples de l'époque gothique pour une architecture complète, tout au moins. En revanche, on va avoir des aménagements, notamment comme la construction de voûtes dans l'église Notre-Dame de Mortemer au XIIIe siècle. Donc là, on a des voûtes sur croisées d'ogives de l'époque gothique. On peut avoir aussi des constructions donc, plus modestes, comme la chapelle de Graillé, qui, elle, par contre, est complètement gothique, hein, date du XIIIe, XIVe siècle, qui n'est pas en très bon état, mais on espère que ça va changer bientôt, en tout cas dans les années à venir. Donc, un édifice qui représente quand même l'époque gothique hein, sur le territoire. Et puis, autre patrimoine important sur notre territoire, ce sont les lanternes des morts pour l'époque médiévale, avec des exemples 12e et 13e siècle à Journay et Antigny qui sont très bien conservés. Donc, ces lanternes des morts se situaient au sein des cimetières hein, et avaient une symbolique forte, évidemment, puisqu'elles rappelaient la lumière divine qui permettait de protéger aussi bien les défunts, donc, qui étaient dans le cimetière adjacent, que les vivants qui donc, étaient protégés par cette lumière, rappelant donc, bien sûr le pouvoir divin. Et donc, il y a une petite ouverture à l'intérieur de ce fût qui est creux pour pouvoir glisser une lanterne qui va être accrochée dans la partie haute. Et les ouvertures des parties supérieures permettent bien sûr de diffuser la lumière. En général, elles sont placées sur un système d'emmarchement hein, qui permet de grimper jusqu'au petit... une sorte de petit autel, mais qui n'en est pas un, puisqu'il n'y a pas d'élément de relique qui n'est pas consacré, mais qui servait peut-être lors de certaines cérémonies, en tout cas de liturgie, avec peut-être un autel portatif qui venait se placer donc, sur ce petit élément. Il y en avait d'autres, mais qui ont été transformées, comme celle de Plaisance. On est ici sur une ancienne lanterne des morts transformée et qui est en plus au-dessus d'un caveau pourrissoir, donc au sein du cimetière aussi. Donc, il y avait ici une sorte de caveau, donc avec une sorte de petite plateforme percée, on va dire, sur laquelle on déposait les défunts. Et donc, les chairs donc, finissaient par, bien sûr, se déliter et on retrouvait les ossements dans la partie basse du caveau ensuite. Donc ça, c'est un phénomène plus méconnu, hein, plus rare sur le secteur. Et donc ici, on a un exemple particulier. Alors actuellement, vous ne pouvez pas voir cet ensemble puisqu'elle était jugée en mauvais état et donc l'ensemble a été démonté pour pouvoir donc peut-être par la suite être restauré et remonté. Il y a également l'ancienne lanterne des morts de Moussac, toujours sur la commune de Montmorillon, à côté de la petite chapelle qu'on a vue tout à l'heure en photo, qui a été elle aussi reprise. Donc, on n'a plus la partie sommitale percée, hein, comme pour Journay ou Joué, ou Antigny, pardon. Mais au moment du remontage, on a bien perçu en fait, hein, qu'il s'agissait d'une ancienne lanterne des morts, hein, qu'il ne s'agissait pas d'une colonne pleine, mais bien creuse, qui donc, permettait d'abriter aussi une lanterne dans la partie supérieure. Et puis, autre élément de cette époque-là, la croix aux anières, par exemple, de Mortemer, qui est datée du XIIe siècle et qui est située dans le cimetière, avec des petits décors de chapiteaux sculptés, qui rappellent cette période un petit peu de transition hein, entre le XIIe et le XIIIe siècle, donc avec des petits chapiteaux à accrocher. Je vais passer maintenant à la fin du Moyen-Âge, dernière grande période pour notre territoire aussi, avec un bref rappel quand même des événements qui ont marqué cette période, avec notamment la guerre de Cent Ans, qui va durer, comme son nom l'indique, une centaine d'années, entre le XIVe et le XVe siècle. C'est aussi la période de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, une période donc assez froide qui va d'ailleurs perdurer jusqu'au XIXe siècle, hein, quasiment, avec des hivers assez longs, pluvieux et froids, qui ne va pas arranger la situation, évidemment. Une période d'épidémie avec la peste noire, hein, qui revient de façon extrêmement forte à cette époque-là.
et donc avec une déclinaison de tous ces fléaux qui va apporter aussi son lot de famine. Donc, à la fin du Moyen-Âge, la vie est un petit peu compliquée, il faut l'avouer. Et bien, dans ce monde éminemment chrétien, on va se tourner vers Dieu, puisqu'on pense que tous ces fléaux sont bien sûr une punition. Et donc, il va y avoir un regain un petit peu d'engouement religieux, on va dire, hein, et on va prier Dieu et ses saints pour se protéger, se prémunir un petit peu de tous ces fléaux. Alors, sur le contexte médiéval, on est toujours sur le même principe du comté de la Marche et du comté de Poitou. Les limites vont un petit peu bouger, évoluer, mais on est toujours sur un peu le même contour avec cette pointe qui remonte jusqu'à la tour aux Cognons. Et puis, pendant la guerre de Cent Ans, c'est une période de trouble puisque les troupes anglaises, les troupes françaises, bien sûr, se battent, reprennent les villes les unes après les autres, chacun son tour. Et ça va se solder notamment en 1360 par le traité de Bretigny-Calais. Et cette période est extrêmement importante pour le territoire puisque le Poitou va devenir anglais. Donc, à partir de ce moment-là, il y a quand même, on va dire, un changement de pouvoir, on va dire, sur le territoire qui nous concerne, le Poitou dans sa globalité, mais aussi, bien sûr, le territoire de Vienne et Gartempe. Mais évidemment, les Français vont reprendre et reconquérir aussi un certain nombre de villes et de territoires, avec notamment l'avancée de Bertrand du Guesclin, qui va reprendre en 1372 la ville de Montmorillon, par exemple. Et puis, du côté anglais, à ce moment-là, c'est le connétable Chandos, qui est connu aussi sur le territoire. Et vous voyez cette image, cette enluminure qui montre la mort de Chandos sur le champ de bataille au pont de Lussac-Mazerolle, tué par les Français, donc d'un coup de lance. Il ne va pas mourir tout à fait tout de suite, puisqu'il sera emporté au château de Mortemer, où il décédera en 1370. Donc, juste après la bataille du pont de Mazerolle-Lussac. En tout cas, à partir de cette période-là, le territoire va redevenir français, mais pendant toute une période, ça va être on va dire, assez compliqué sur le territoire, puisque les Anglais ne sont quand même pas très loin, et qu'il y a des troupes de soldats, on va dire, qui passent d'un côté ou de l'autre, au plus offrant en quelque sorte, et qui pillent aussi, et qui vivent un peu sur les campagnes. Et donc, c'est une période où on va avoir pas mal de fortifications. Alors, ça passe par les villes qui vont se protéger. Donc, vous avez ici, à la fin du Moyen-Âge, les villes qui ont un système défensif bien établi. Donc, Saint-Savin, qui était déjà défendu depuis l'époque carolingienne, Mortemer, Lussac-les-Châteaux, Montmorillon, La Trimouille, Plaisance et Availle-Limousine, où là, on a encore des vestiges qui nous permettent d'évoquer ces fortifications. Vous avez ici Montmorillon, c'est le cadastre ancien qui nous permet de parler des fortifications en particulier, où on voit le tracé ici avec des éléments de tours qui sont visibles à différents endroits, et les emplacements des anciennes portes de ville qui communiquaient bien sûr avec les rues qui étaient dans le prolongement. Pour ceux qui connaissent Montmorillon, nous sommes ici sur les bords de Gartempe et le vieux pont est ici dans la partie haute de l'image. Montmorillon donc, a perdu l'ensemble de ses fortifications puisqu'au XIXe siècle, on va vouloir rendre la ville plus belle, plus agréable, plus aérée. Et toutes les fortifications qui existaient vont être donc supprimées, à l'exception de quelques petits éléments comme ici cette tour de fortification qui vient justement d'être reliftée en quelque sorte, puisqu'elle était un peu envahie par la végétation et une équipe de personnes encordées, puisque c'est vraiment de l'escalade, ont donc enlevé toute cette végétation sur la petite tour de fortification qui permettent d'évoquer justement cette protection de la ville de Montmorillon sur son flanc, sur sa rive gauche. Autre ville fortifiée, Lussac-les-Châteaux. Alors là aussi, on voit ici sur l'Atlas de Truden au XVIIIe siècle l'espace du château qui est ici, sous ma flèche, et la ville fortifiée qui est juste à côté, avec ici l'ancienne porte de ville, la porte Saint-Michel, dont il reste cette tour et le départ de l'arc de la porte de ville. Donc, un petit élément encore conservé des fortifications. Et il reste encore quelques éléments de rempart aussi
dans différents endroits de la ville. À Vaille-Limousine, avec ses fortifications donc sur les bords de Vienne cette fois-ci, avec ici la porte de la rivière qui donne justement sur la Vienne, et les tours de fortification donc, qui longent avec le rempart qui longe la bordure de la rivière. Donc un petit périmètre fortifié, mais néanmoins donc, une ville défendue, on va dire, dans ces périodes troubles de guerre de Cent Ans en particulier. Mortemer, je vous ai mis une carte postale ancienne parce que c'est plus lisible. Vous avez ici dans la partie basse, juste derrière les habitants qui posent pour la photo et la carte postale, l'ancienne porte avec ici les glissières qui permettaient d'accueillir les chaînes et les poutres du pont-levis, qui permettaient donc de fermer l'accès à la ville fortifiée autour de son château et de son église. Donc, autre petite ville fortifiée. Et Plaisance, peut-être moins connue, mais là encore, une petite superficie autour de son église qui était fortifiée et dont on voit encore des éléments de mur avec notamment ces pierres de taille assez massives, assez caractéristiques, qui fermaient donc l'ensemble de cette petite ville médiévale qui était assez importante à cette époque-là. Et puis, quand il n'y a pas de ville fortifiée, on peut avoir des maisons fortes. Donc, comme ici, avec le cas de Liglé, la petite maison forte de Liglé, qui était donc associée à l'église de façon assez intime et qui permettait de fortifier un petit peu le village. On peut penser qu'il y avait peut-être un autre système défensif avec un mur qui permettait de clore un espace. Et sur cette maison forte, on retrouve encore des archères canonnières, comme ici, qui montrent bien le côté fortifié de l'édifice. Évidemment, l'escalier et les ouvertures importantes qui ont été percées de ce côté-ci sont beaucoup plus récentes. Nous avons peu d'éléments de l'habitat médiéval. En revanche, il faut le chercher dans ces petites villes fortifiées. Je vous ai mis quelques exemples, notamment avec Montmorillon et ses maisons à Pont-de-Bois ou à Colombage, en particulier dans le quartier du Brouard, proximité du pont, sous l'église Notre-Dame, donc où on peut repérer ces maisons médiévales avec des entrées de caves du XIIIe siècle. Et puis d'autres exemples, il faut ouvrir l'œil et observer un petit peu le bâti dans ces villes anciennes, avec notamment ce type d'architecture, d'arcs brisés ou de petites fenêtres à accolades, par exemple, comme ici, ou des fenêtres à meneaux et traverses, notamment avec des croisillons de pierres qui peuvent être donc aussi repérées sur plusieurs de ces petites villes. Un petit mot sur tout ce qui est circulation, commerce également sur cette période. Les axes de circulation vont évoluer par rapport à l'Antiquité et notamment sur des grands axes. Les chemins, par exemple, qui rejoignaient Poitiers-Bourges pendant l'Antiquité, passaient par Saint-Pierre-les-Églises, le Guezzo à Antigny et rejoignaient donc du côté d'Ingrande après le Berry actuel. Et l'axe va se déplacer en utilisant plutôt les lieux qui vont être protégés et fortifiés, donc c'est-à-dire l'axe qui va passer par Chauvigny et Sassavin, qui donc présentaient des lieux plus sûrs. Et donc les axes routiers vont justement permettre de rejoindre, on va dire, de relier ces différents sites fortifiés. Il va y avoir aussi des chemins particuliers, comme le chemin Saunier, donc qui est cité comme Via Salinaria dès la fin du XIe siècle, et qui sera cité comme le grand chemin de La Rochelle à Vaille à la fin du Moyen Âge. Ce chemin permet d'acheminer notamment le sel qui vient de la côte, et notamment des marais salants, bien sûr, du côté d'Oléron et de Marennes, et qui va permettre d'alimenter cette partie du Poitou, d'une part, mais aussi plus largement après, le Limousin et voire l'Auvergne, avec des circulations, il faut imaginer des caravanes, notamment d'animaux de bas qui portent les sacs de sel. On a des mentions sur la fin du Moyen-Âge de 50, 60 animaux qui portent donc ce sel et qui seront donc ensuite
Ces sacs seront vendus aux différents marchands et notamment à Lussac-les-Châteaux, on compte une trentaine de marchands à la fin du Moyen Âge, de marchands de sel, qui montrent l'importance de ces marchés du sel à l'époque médiévale. Alors, pour une bonne raison, on sait que le sel est indispensable pour saler les aliments et les conserver. Voilà, c'est une denrée absolument nécessaire. Et il y avait des impositions différentes en fonction des grandes régions, on va dire. Et en l'occurrence, du côté de la Marche, eh bien, on n'était pas imposé de la même façon. On payait moins cher, en fait, l'impôt sur le sel. Donc, il y avait aussi un trafic qui se déclinait sur les zones frontalières entre le Poitou et la Marche. Donc, d'où l'importance aussi de ce chemin qui va aussi développer une certaine économie, alors qui passe par Lussac-les-Châteaux, l'Île-Jourdain, Availle-Limousine, mais aussi Saint-Germain de Confolens derrière, Chabanais, etc. Donc, pour aller vers le Limousin. Alors évidemment, il faut traverser ces rivières et donc il va y avoir un certain nombre de ponts qui sont construits à l'époque médiévale. On va le voir tout à l'heure sur une carte. Et tous ces échanges entre les différents comtés en particulier va amener aussi la création de marchés, de foires et éventuellement de halles pour développer justement ces commerces. Le Moyen-Âge, c'est aussi la grande période où on va voir se développer l'artisanat, avec aussi une petite industrialisation grâce aux moulins en particulier, qui sont pour beaucoup cités dès le Moyen-Âge sur le secteur, même s'ils ont été transformés par la suite. Eh bien, beaucoup de ces moulins sont implantées dès les 10e, 11e, 12e siècles sur nos rivières, qu'elles soient petites ou grandes. Et ces roues de moulin vont permettre d'actionner bien sûr les meules pour moudre le grain, donc pour avoir la farine, mais aussi pour l'huile. Mais ça va servir aussi avec un autre système pour frapper les draps de laine en particulier. Ça va servir aussi pour les tanneries. Donc, cette force hydraulique va être largement exploitée à l'époque médiévale et c'est quelque chose qui est extrêmement important sur notre territoire qui était quand même bien pourvu en rivière. Donc ici, les ponts qui sont attestés à l'époque médiévale, sur la Gartempe, nous avons Saint-Pierre-de-Maillé, Sassavant, Montmorillon. Alors certains ont disparu, mais d'autres nous sont parvenus, transformés, mais encore en place. Et puis sur la Vienne, nous avons notamment Lussac-les-Châteaux, et puis l'Île-Jourdain et Availle-Limousine, comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors, de ceux qui nous sont parvenus, il nous reste celui de Montmorillon qui est mentionné dès le XIIe siècle, donc c'est extrêmement important puisque ça permet un passage de la rivière à n'importe quel moment de l'année dès cette époque-là. Mais il a été repris à la fin du Moyen-Âge, puis ensuite au XIXe siècle de façon assez forte. Mais l'arche centrale, avec ses piles, correspond bien sûr au pont de la fin de l'époque médiévale. Nous avons aussi, bien sûr, celui de Sassavant, avec ses différentes arches qui remontent à l'époque gothique aussi, qui reliaient, bien sûr, les deux rives de la Gartempe sur le site de Sassavant, qui a été aussi forcément un lieu très important au niveau du commerce et des échanges, avec, bien sûr, l'installation de l'abbaye. Et puis, tous ces échanges, c'est aussi ces lieux où on va développer les marchés. On va les avoir de façon presque systématique, cités à partir du XIIe siècle, mais de façon encore plus marquée à la fin du Moyen-Âge, dans toutes les petites villes qu'on a pu évoquer, comme Montmorillon, Availle, Lussac, l'Île-Jourdain, et puis aussi le site des Héroles, aux limites des provinces, avec une foire qui est mentionnée à la fin du XVe siècle. Il y a aussi donc sur ce territoire un commerce qui va être important, c'est l'élevage avec tout le commerce de viande de boucherie. Alors, je ne cite que cet exemple, mais en 1498, on sait qu'un marchand de Poitiers vient sur notre territoire chercher 60 moutons à Saint-Rémy, donc la commune de Lattus-Saint-Rémy aujourd'hui. Et il va repartir avec ses moutons. Et on a les mêmes mentions pour d'autres périodes de marchands qui viennent d'assez loin, dans le Poitou, pour venir donc sur les marchés et les foires locales, chercher les animaux sur pied, évidemment, pour les ramener chez eux et donc les transformer, évidemment, par la suite.
J'ai déjà évoqué le commerce du sel et l'artisanat. Et pour évoquer un petit peu un autre artisanat, et notamment les tanneries, je vous ai mis ici les cornes de bœuf qui sont implantées dans les murs des tanneries, des anciennes tanneries de Lussac-les-Châteaux, qui montre aussi que c'était une activité forcément importante. Dans un secteur d'élevage, on transformait évidemment la laine des moutons, mais on transformait aussi bien sûr la peau en cuir, d'où la présence à la fois bien sûr de moulins à temps qui permettaient de broyer l'écorce de chêne qui servait donc ensuite à tanner les peaux, et la présence des tanneries en général à proximité évidemment de ces moulins. Donc, un commerce assez important à l'époque médiévale dans ce secteur de Vienne et Gartempe, qui était un peu une zone d'échange et de transition entre plusieurs grandes provinces. Et donc, sur ces marchés vont se développer des halles. Alors, malheureusement, elles sont toutes disparues ou presque. Vous avez ici les halles du Son du Poitou qui, elles, ont été aussi démontées. Donc, elles n'existent plus en tant que telles, mais existaient à la fin du Moyen-Âge, début 16e. Et ici, celle d'Availle-Limousine. Alors, elles ont été démontées et remontées ailleurs, en partie en tout cas. Donc, on voit un petit peu à quoi elles pouvaient ressembler. Et ça donne une idée aussi de ces échanges commerciaux et de ces lieux de vie qui existaient au sein de ces petites villes. Je vais terminer avec la grande période des châteaux. Donc, dans cette période d'insécurité, évidemment, eh bien, on va retrouver toute une série de châteaux qui vont se construire, s'édifier pour protéger la famille seigneuriale et éventuellement les habitants de proximité de la seigneurie, avec des châteaux qui sont souvent implantés sur un point haut, évidemment, pour être sur un lieu défensif, pour pouvoir observer, bien sûr, les avancées des troupes qui pourraient venir attaquer. C'est aussi, d'un point de vue symbolique, important puisqu'on peut les voir de loin, donc ça représente aussi le pouvoir seigneurial. Et bien sûr, c'est le lieu aussi d'habitation de la famille et des proches. Donc ici, vous avez le château de Prunier à Pindray, sur les bords de Gartempe, qui surveille aussi la traversée de la rivière, avec une évolution au fil du temps de ce château qui a été construit entre le XIIIe et qui a évolué jusqu'au XVe siècle. Le château de la Messelière, qui est caractéristique des châteaux donjons, c'est-à-dire une grande tour carrée avec 4 tourelles aux angles, dont une tourelle en général abrite l'escalier qui dessert les différents niveaux. Donc on voit ici les traces des anciens machicoulis, de l'ancien chemin de ronde en fait, qui courait sur la partie supérieure de l'édifice. Bien sûr, le château a perdu ses toitures, mais on imagine un petit peu l'importance de ce château, bien sûr, à l'époque médiévale, qui dominait complètement la vallée de la Vienne. Château d'Artron, toujours sur le même modèle, avec des cartes postales anciennes pour vous montrer une toiture correspondant à ces châteaux 15e. Et aujourd'hui, il a perdu sa partie supérieure, mais on conserve encore le bâti avec les tourelles. Même modèle, le château de Launay, donc sur la commune de Saugé. On est toujours sur le même modèle qui vient du donjon de Vincennes, qui est un petit peu diffusé, bien sûr, du royaume de France jusque dans les différents comtés, puis dans les différents fiefs. Donc ici, un bel exemple aussi de château de la fin du Moyen-Âge. Toujours sur le même principe, mais cette fois-ci avec une seule tour d'escalier, le château de la Rigaudière à Bourrez, qui conserve aussi ses cheminées, donc avec les blasons de la famille qui sont ici. Et le château de Mortemer, dont je vous ai déjà parlé, de la tour de Cognac également à Mortemer, donc qui ont été pas mal, notamment pour le château transformé à l'époque du 19e siècle. Autre modèle, le château logis, qui va plutôt présenter un plan rectangulaire avec des tourelles et qui, là aussi, va se diffuser avec le modèle du château du Louvre, en fait, relayé après par les princes de sang dans les grands comtés et ensuite dans les fiefs. Donc ici, Persac, très bel ensemble avec ses fortifications en partie conservées avec les petites tours qui permettaient de protéger, bien sûr, le logis.
Le château de Mauprévoire avec son châtelet d'entrée en particulier, son pont-levis qui permettait de protéger aussi le logis entouré de remparts. Château de la Brosse à Tollet, autre modèle côté Berrichon, mais sur le même principe. Autre site, Saint-Pierre-de-Maillé avec le château de la Roche-Aguet, pour vous montrer bien sûr qu'on ne choisit pas les sites au hasard. On est ici sur la vallée de la Gartemple et on est sur la falaise pour vraiment bénéficier de la protection naturelle, mais aussi bien sûr de cette position dominante qui permet d'imposer le pouvoir seigneurial. Alors, le dernier château, sans doute le plus emblématique de cette période-là, c'est le château de Bourg-Archambault, avec le logis entouré de douves et le châtelet d'entrée, qui avait autrefois non pas un pont dormant, mais un pont-levis qui permettait bien sûr de protéger complètement l'ensemble. Donc, à cette époque-là, on va voir progressivement un système défensif assez imposant se mettre en place, avec des archères canonnières en particulier, qui, comme ici, vont permettre de protéger le château et de tirer avec les armes qui vont se développer au fur et à mesure, arcs et arbalètes bien sûr des siècles précédents, mais aussi les premières armes à feu qui font leur apparition. On va avoir aussi les systèmes de bretèches qui protègent les entrées, notamment les endroits stratégiques. Nous avons ici la bretèche du château de Chamousseau sur la commune de Caux, qui est en cours de restauration, et donc avec une bretèche qui est placée au-dessus de la porte de la tourelle d'entrée, qui permet bien sûr de défendre le site. Et quelques intérieurs pour voir les éléments de confort. Donc, vous avez ici à l'intérieur du logis du prieuré du Taille-aux-Moines sur la chapelle Vivier, avec donc les ouvertures et les coups-sièges, qui permettaient de s'asseoir et de bénéficier de la lumière, bien sûr, des ouvertures, des très belles cheminées sculptées, voilà, on va retrouver de façon un peu systématique au XIVe-XVe siècle. Et puis, éléments de confort, les latrines, les toilettes. Donc, je dirais côté court avec les extérieurs, donc ces petits éléments qui sont en aplomb du mur et qui permettent d'évacuer directement dans les fossés qui sont basés dans la partie inférieure. Et puis ici, côté intérieur, avec la latrine, donc, et l'ouverture des toilettes, en quelque sorte. Alors, il y avait plusieurs systèmes de latrines. Les latrines pouvaient passer aussi à l'intérieur des murs et il y avait des latrines extérieures. Des éléments de décor également, puisque ces demeures étaient également ornées, comme dans les églises, il y avait des peintures. Donc, on peut trouver ici sur un décor de l'ancienne cheminée de Plaisance, qui était peut-être la cheminée du prieuré, avec un décor d'annonciation qui aujourd'hui est visible dans la salle du conseil de la mairie de Plaisance, avec l'archange et puis la Vierge de l'autre côté, et le blason au-dessous. Et ici, un décor de peinture murale à l'intérieur du château de Prunier, donc, qui montre bien, tous ces décors qui venaient orner les demeures des seigneurs. Un petit mot sur le souterrain. Alors, le souterrain qui est toujours un mythe, en quelque sorte, entre réalité et légende. Alors, c'est vrai que ça existe, les souterrains, mais par contre, les souterrains ne relient pas de villes, ils ne relient pas des châteaux, la plupart du temps. Ce sont des distances qui sont beaucoup trop importantes. Par contre, les souterrains refuges nécessaires pour protéger on va dire, les récoltes et les habitants en cas de coup de main et d'une armée qui circule dans ces campagnes, notamment pendant la guerre de 100 ans, sont relativement fréquents. On en a beaucoup dans le Lussacois, mais dans d'autres secteurs aussi du territoire. Et souvent, on tombe dessus un peu par hasard. Ça peut être parfois au milieu d'un champ, un tracteur qui va tomber dans un trou. Mais parfois, ces souterrains peuvent être associés aussi à un château. C'est le cas ici du Cluseau, donc avec le souterrain refuge. Le plan ici, vous voyez que ce sont des souterrains qui n'ont pas d'accès finalement et de circulation qui vont emmener vers les extérieurs. Ce sont vraiment des souterrains refuges avec différentes parties où on a retrouvé notamment des poteries qui permettaient notamment de mettre des aliments et du grain à l'abri. Il y avait également un puits pour avoir de l'eau en cas de nécessité, et puis des zones qui peuvent se fermer pour vraiment protéger l'ensemble.
Quelques objets, là, c'est pareil, je vous invite à aller au musée de Civaux pour découvrir un certain nombre de poteries, en particulier de l'époque médiévale, retrouvées pendant les chantiers de fouilles. Donc, vous voyez ici sur cette image quelques exemples de poteries d'époques différentes, mais datant du Moyen-Âge. Donc, qui était un petit peu la vaisselle commune qu'on retrouvait un petit peu partout sur les sites de l'époque médiévale. Alors, comment connaît-on aussi les propriétaires de ces demeures? Eh bien, parfois, on les reconnaît grâce aux blasons qui sont connus avec les noms de famille, mais on peut les reconnaître aussi et connaître un petit peu leur vie à travers les tombes de chevaliers, donc comme ici à Plaisance ou bien encore ici je crois que c'était la Trimouille, que je ne me trompe pas, où on va retrouver donc la bannière, par exemple, et puis ici un blason, l'épée qui rappelle la tombe du chevalier qui se distingue des autres. Donc, plusieurs exemples qui ont été retrouvés récemment ici, comme à Moussac, une tombe de chevalier avec l'épée et une croix, et puis quelques céramiques associées également, qui étaient peut-être des céramiques qui contenaient de l'eau bénite, comme on peut trouver encore à l'époque médiévale dans certaines tombes. Il y a aussi des gisants, comme le gisant de l'église Saint-Georges au Vigan, qui représente aussi un chevalier. Donc, ça permet aussi de voir comment il était vêtu, et avec ses attributs classiques, et notamment le bouclier, l'épée, tous les éléments qui font de la personne un chevalier. Et puis, je vais évoquer évidemment John Chandos, qui est mort en combattant les Français au pont de Mazerolle-Lussac, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, qui ensuite est décédé au château de Mortemer, qui était entre les mains des Anglais à cette époque-là. Donc, un personnage qui a marqué aussi la période médiévale sur le territoire. Sur cette période, les églises ont été aussi fortifiées, puisqu'il n'y avait pas partout de châteaux pour pouvoir protéger la population. Et les églises étaient l'endroit, enfin les endroits, on va dire, suffisamment vastes, construits en pierre, qui pouvaient accueillir la population en cas de danger. Et donc, beaucoup d'édifices religieux ont été fortifiés à la fin du Moyen-Âge. Donc, quelques exemples, l'église de Lathu, l'église Saint-Maurice, qui est toujours visible de cette façon-là. L'église Saint-Pierre à Husson, mais dont les fortifications ont été supprimées au moment de la Restauration, mais on voit bien dans la partie haute du chœur qu'il y avait ici une surélévation avec des archères sur cette partie-là. Et puis l'église d'Aldrier, alors même si elle a été beaucoup reprise au XIXe siècle, comme à Saint-Martin-l'Ars sur l'abbaye de la Réau, on voit aussi qu'il y avait des échauguettes sur la façade qui permettaient, avec un chemin de ronde, de protéger l'entrée de l'édifice. Les décors gothiques, on peut les retrouver aussi à l'intérieur, avec ici les enfeux de Notre-Dame, assez caractéristiques de la période gothique, 14e siècle essentiellement pour cela. Il y a quelques objets aussi qui ont été retrouvés, notamment lors de fouilles ou qui ont été conservés dans les sacristies. Donc, vous avez ici un encensoir trouvé à Husson pendant le chantier de restauration et les fouilles de l'église, datant de 13e ou 14e siècle. Et puis ici, le plus vieux calice du département de la Vienne, qui est conservé à Caux et qui date du 15e siècle. Et puis, pour terminer un peu cette période qui connaît, on va dire, des fléaux assez importants, avec la peste qui, je vous l'ai déjà dit, donc réapparaît en 1347. Elle vient d'Asie, elle arrive par les marchands génois, par l'Italie et par Marseille, et elle va se diffuser en France de façon assez phénoménale, mais en Europe de façon générale. On estime qu'un tiers de la population française a été décimée en 4 ans, donc c'est assez fulgurant. Et ce sont des millions de personnes qui seront mortes pendant ces épidémies de peste en Europe. Et donc, ces fléaux qui arrivent sont forcément des punitions de Dieu. Donc, on va prier Dieu pour éviter ces fléaux, Dieu et ses saints. Et c'est à cette époque aussi qu'on va voir apparaître toute une série de décors qui sont en lien justement de façon très forte avec la mort et la question du salut. Donc, je vous ai mis ici l'exemple de jouets
avec la rencontre des trois morts et des trois vifs, qui raconte l'histoire bien de trois jeunes seigneurs qui sont à la chasse, qui pensent à leur plaisir et qui, au passage, vont passer devant un cimetière et trois morts vont sortir de leur cercueil, de leur tombe, pour les interpeller et leur dire « ce que vous êtes, nous l'avons été, ce que nous sommes, vous le serez ». Donc, c'est une sorte d'avertissement pour les inviter à réfléchir à leur salut et de se préparer à leur mort, puisqu'elle peut subir, enfin, elle peut arriver à tout moment. On a très peur de la mort subite à l'époque médiévale, sans s'être préparé au sacrement. Et donc, si on souhaite aller effectivement au paradis, il faut être prêt devant la mort, être prêt devant Dieu. Donc, il faut avoir voilà, mis ses petites affaires en ordre et puis eh bien, se faire pardonner éventuellement des péchés qu'on aurait commis. Donc, on a la même chose à Antigny, avec la même type de scène, avec les morts qui sont un petit peu différents, puisqu'ils sont sous forme de personnages charnés et non pas de squelettes, hein, comme à jouer, mais l'histoire est la même. Et puis, voilà, on s'en remet aux saints aussi, et notamment Saint Christophe est prié alors, pour éviter la mort subite en particulier. Et donc, très souvent, on retrouve des figures de Saint Christophe qui sont situées à proximité des portes d'église. Et c'est le dernier regard qu'on va porter sur Saint Christophe qui va nous protéger de cette mort subite. Et on a retrouvé un certain nombre de Saint Christophe dans les églises du territoire. Contre les épidémies de peste, évidemment, on va prier Saint Roch, qui est le saint antipesteux par excellence de la fin du Moyen-Âge. Alors, il y a Saint Sébastien aussi, mais Saint Roch va prendre un petit peu le pas sur cette fin du Moyen-Âge. Et ici, vous avez le Saint Roch de Saint-Rémy sur la commune de Lattus-Saint-Rémy, qui est toujours l'objet de pèlerinage et de voyage. Alors, les Saint Christophe qu'on a retrouvés sur le territoire, eh bien, il y a celui de Tollet à gauche, celui de Civaux au centre, et puis celui de Brigueuil-le-Champ que vous pourrez découvrir prochainement, qui est très haut, il fait toute la hauteur de l'édifice, et il y en a d'autres, notamment à Saint-Savin en particulier. Et donc, en fait, ces réflexions des chrétiens de la fin du Moyen-Âge, bien sûr, c'est bien sûr de savoir ce qu'on va devenir. Est-ce qu'on a gagné le paradis? Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait sur Terre pour gagner le paradis? Ou est-ce qu'on va aller en enfer? Et donc, on va retrouver ces images aussi dans les édifices avec des peintures qui vont se développer à cette époque-là, où les scènes du jugement dernier vont être extrêmement importantes. Vous voyez ici les âmes qui sont représentées sous la forme de ces petits personnages nus qui sortent des tombes et qui vont être pesés par l'archange Saint-Michel et qui vont aller, si tout va bien, du côté du paradis, mais si tout va mal, eh bien, ils iront en enfer et ils seront tourmentés dans des fourneaux, hein, donc avec les diables qui sont là et qui amènent les âmes pour eh bien, les châtier. Donc, une période un petit peu compliquée sur cette fin du Moyen-Âge qui va vraiment aussi marquer le patrimoine, du coup, hein, et les édifices, avec notamment les décors en particulier, qui évoquent cette période trouble de la fin du Moyen-Âge qui va ouvrir progressivement vers une nouvelle période qu'on appellera la Renaissance, qui eh bien, apportera son lot aussi hein, de reconstruction et d'évolution aussi du patrimoine au fil du temps. Alors, si vous êtes intéressé par le patrimoine de l'époque médiévale hein, sur notre territoire, vous pouvez nous demander les publications qui sont toujours à disposition, donc auprès de la communauté de communes, bien sûr, Vienne-et-Gartempe, mais aussi auprès des offices de tourisme. Beaucoup d'entre elles sont disponibles aussi sur le site internet de la communauté de communes. Donc, il y a voilà, une publication sur les voyages, les châteaux, l'Octogone de Montmorillon, Ville-Salem, les Lanternes des Morts. Donc, n'hésitez pas à nous les demander. Il y a bien sûr le programme en cours, hein, puisque aujourd'hui c'est un petit peu le début, mais on va recommencer sur le terrain donc le 10 avril, la journée pour une petite balade nature. N'hésitez pas à demander le programme, les balades vont se décliner maintenant donc tout ce printemps. Prenez date, cochez les cases sur votre calendrier, suivez notre page Facebook pour suivre notre actualité, le site internet de Vienne-et-Gartempe et de Sud-Vienne Poitou, l'Office de tourisme.
qui vous permettront voilà, d'approfondir éventuellement vos visites sur le territoire. Un grand merci aux différents photographes aussi qui ont permis de faire ce diaporama. Et puis, il me reste à vous remercier de votre attention. J'ai été un petit peu longue comme d'habitude.